Le slow freelancing, c'est pas le nom, il tombe pas du ciel. Comme vous le savez peut-être, il y a des tendances, différentes tendances dans plein de domaines qui s'approprient, qui utilisent le terme de slow. Alors vous en connaissez sans doute au moins l'un d'entre eux. Slow food, slow life, slow travel. Il y a les slowpreneurs, les slow entrepreneurs. C'est un mouvement notamment qui a pas mal été repris par Yeza Lucas en France. Euh, et qu'on voit de plus en plus, il y a il y a un vrai mouvement là-dessus, et il y a des événements, il y a plein de choses là-dessus, pas mal de contenu. Mais bon, ça s'adresse plutôt aux entrepreneurs au sens classique. Bon, après, le freelance est-il un entrepreneur? C'est un autre débat que beaucoup ont déjà abordé. Mais en tout cas, ça s'adresse plus aux entrepreneurs classiques qui créent une société, qui embauchent, qui sont pas indépendants. Après, il y a tout ce qui est slow content, slow food. Alors, slow content, on reste dans le milieu business, création de contenu. J'avais eu l'occasion de parler avec Noémie Kempf sur The Storyline de ce sujet-là. Slow content, c'est un peu l'approche qui se démocratise de plus en plus dans le marketing de contenu, où plutôt que de publier un article tous les jours avec 3 posts LinkedIn tous les jours et d'envoyer un mail par jour, le but était d'abreuver vraiment une audience jusqu'à ce ce qu'elle cède, qu'elle achète pour qu'on arrête de lui envoyer des messages, limite. Le slow content, c'est plutôt de bien réfléchir sur les contenus et de faire un peu, si on reprend des figures que vous connaissez sans doute, on fait du marketing mania, du Alexis Minkela, en tout cas des gens qui peaufinent les contenus, qui mettent des semaines à bosser dessus, qui en publient pas tout le temps non plus, et on les voit pas toutes les semaines apparaître. Par contre, ce qu'ils publient, on sait que ça va être qualitatif, on sait qu'on va apprendre des choses et que ça va être vraiment différenciant. Donc, c'est une vraie tendance qui, d'ailleurs, va assez bien avec le slow freelancing, mais ça, on va y venir. Slow food, bon, c'est le mouvement qui vient d'Italie, qui consiste à un peu à prendre le contre-pied des fast-food, en fait, tout simplement. Slow growth, c'est une autre manière de grandir, notamment pour les startups. Alors, il y a plusieurs articles Medium qui en parlent. Et il y a aussi Matt Diavela, qui est comment on appelle ça? Un vidéaste américain, formateur aussi, qui parle de plein de sujets intéressants, qui a aussi pas mal surfé sur ce concept-là. C'est une manière en fait de se développer quand on est créatif, quand on est créateur, quand on est entrepreneur aussi, mais d'une manière plus, euh, plus douce en fait, tout simplement. Slow travel, bah, c'est tout simplement une autre manière de voyager. Slow life, c'est un peu l'origine de tous ces beaux concepts qui, face à l'accélération de tout, toute la société, toutes les transformations, toutes les révolutions, etc., qui consistent un peu à ralentir. Et ça, je vais y revenir parce que c'est hyper important dans l'approche du slow freelancing. Justement, la genèse, moi, j'ai l'impression que le slow freelancing, il se positionne, en tout cas, c'est un concept qui vient assez naturellement en opposition d'abord à certains constats. En ce moment, on est dans l'ère voilà, de la croissance à tout prix, de l'hyperproductivité, la culture du hard work. Quand on voit la popularité de Gary Vaynerchuk, que j'adorais hein, il y a 4-5 ans, euh, on comprend mieux d'où vient tout ça. Donc, ça vient évidemment des States et de toute cette culture il faut construire son empire, il faut devenir millionnaire, il faut faire des trucs incroyables pour ne serait-ce que survivre. Euh, Pas forcément. C'est aussi une solution pour optimiser l'équilibre vie perso, vie pro. Donc je pense que ça fait des décennies, des siècles qu'on cherche la solution miracle dans cet équilibre-là. Et quand on se lance en freelance, j'ai l'impression que c'est un peu qui tout double et on a des témoignages de personnes qui se lancent et qui se disent, bah, c'est trop bien maintenant, j'arrive à m'occuper de mes enfants, j'arrive à dégager du temps pour faire d'autres choses, etc. Donc ça, c'est l'idéal. Par contre, on voit aussi beaucoup de freelances qui disent bah, maintenant que je suis freelance, je bosse le soir, le week-end. Parfois, j'ai tellement de projets que du coup, je prends moins soin de moi, je vois moins mes amis, j'ai moins de passion. Par contre, je mise tout sur mon activité. Donc ça peut durer un temps, mais l'équilibre vie sacrée, l'équilibre sacré, je vais y arriver, vie perso, vie pro, il est quand même hyper important. Et le slow freelancing, c'est une assez bonne méthode pour y arriver. Un peu sur une note un peu moins positive. C'est aussi un bon moyen d'en finir avec le burn-out et la dépression en lien avec le travail. Bon, évidemment, c'est pas ça qui va régler ces problèmes qui sont quand même assez
assez ancré dans le monde du travail. Mais en tout cas, le slow freelancing, ça évite de se retrouver avec des semaines à 60 heures où on fait plus que ça. Et comme je le disais, on s'occupe plus de soi, on mange mal, on n'a plus un mode de vie sain, tout simplement. Euh, et et on n'est plus noyé euh, dans le travail quand on arrive à dégager du temps à côté. Parce que le freelancing, c'est aussi la clé pour apprécier le moment présent sans espérer toujours un meilleur avenir, de meilleurs lendemains, pour avoir une note un peu poétique. Bon, ça fait un peu dev perso, voire même un peu bullshit, le moment présent et tout ça. Mais c'est quand même hyper important. Et moi, il y a pas si longtemps que ça, il y a encore 2 3 ans, je parlais de ça avec Thomas Burbidge quand on s'était rencontrés il y a 2 3 ans. Il était déjà, lui, il avait déjà théorisé pas mal de choses par rapport au freelancing et il avait déjà des idées intéressantes là-dessus. Et justement, il m'avait demandé quelle était ma principale problématique dans mon activité. Donc moi, je lui avais dit que c'était pas forcément de trouver des clients, c'était pas forcément de m'organiser, c'était pas forcément l'administratif. Par contre, c'était d'arriver à apprécier ce que j'avais, mon activité, ma relative petite notoriété, mon mode de vie freelance, etc., sans toujours me dire, bah là, c'est une étape pour la suite. Parce que en fait, depuis super longtemps, j'avais toujours l'impression que ce que je faisais, c'était en attendant un grand moment qui allait venir par la suite. Je ne savais pas forcément ce que ça allait être, mais c'était, par exemple, quand j'étais à l'école, et je pense qu'on a beaucoup ça, vous avez peut-être eu ça aussi, quand on est à l'école, on se dit, voilà, c'est temporaire, c'est en attendant d'arriver dans la vraie vie, entre guillemets. Et moi, j'avais un peu ça aussi pour le freelancing, parce que je me disais, je vais être freelance en attendant de créer ma vraie boîte, entre guillemets. Aujourd'hui, je me suis un peu éloigné de ça et je me dis que bah, c'est déjà pas mal quand même d'être freelance et d'apprécier sa vie au quotidien et de faire des choses chouettes. Donc, j'ai plus forcément. Je me dis, si je me sens chaud et que le moment s'y prête, pourquoi pas lancer une vraie boîte, entre guillemets. Mais on peut aussi avancer pendant quelques années, quelques décennies en freelance et ça peut être une fin en soi. Et justement, voilà, c'est pour la question du moment présent, toujours, toujours tout, comment dire, tout nuancer en disant, ouais, bon, là, en ce moment, c'est bien, mais c'est que le début, etc. Ça fait pas toujours que du bien. Et dernier point, ça, c'est mon aspect, c'est mon côté écolo. C'est une alternative qui favorise l'écologie. Une petite faute, il faut pas faire attention. Et qui réduit l'empreinte carbone. Tout simplement parce que quand on travaille moins, bah, on consomme moins à plein de niveaux. J'en parle dans l'article, je vous l'enverrai si Noël ne l'a pas encore fait. Mais je détaille un peu cet aspect-là, mais en tout cas, cet aspect de ralentir à une époque justement où tout s'accélère, ce que j'écris en dessous, dans un monde qui s'accélère, c'est aussi hyper important quand on a une fibre écolo, qu'on veut protéger le vivant, etc. Euh, Moi, je vais pas faire du prosélytisme vert, mais moi, j'arrive parfaitement, en tout cas, à intégrer le slow freelancing dans mon mode de vie engagé. Et je trouve que c'est assez efficace pour quand on cherche à faire sa part au niveau pro. Bon, évidemment, il y a les clients avec qui on travaille, etc. Mais il y a aussi la manière dont on travaille. Alors concrètement, c'est quoi? Parce que j'ai parlé de d'où ça vient, d'où vient l'idée, à quoi ça répond, quels sont les enjeux, etc. Et concrètement, ma vision du slow freelancing, on peut résumer ça en 3 grands piliers. C'est travailler moins, gagner plus et choisir chaque aspect de la vie de freelance. Ça paraît beau comme ça. Je vais expliquer un peu parce que là, c'est vrai que ça fait un peu, on dirait un peu le sommaire d'une formation en ligne d'un parfait inconnu qui vend sa formation 3500 euros pour devenir milliardaire en 3 semaines. Mais c'est pas le but, promis. Travailler moins, mais plus intelligemment. Ce que j'entends par là, et je vais y venir un peu plus tard, c'est qu'il faut, pour moi, ça sert à rien de travailler quand on n'a pas envie de travailler du tout. Quand on n'est vraiment pas en forme, qu'on a mal dormi, ou alors qu'on n'est pas du tout inspiré, vaut mieux attendre l'après-midi, ou alors vaut mieux, si vraiment ça va pas, attendre le lendemain, en fait, tout simplement. Ça, c'est la base. Et plus intelligemment, c'est aussi dans le sens où, par exemple, quand moi je rédige par exemple des pages de site. Admettons que j'ai un site, il y a 5 pages. Plutôt que de me dire, bon, je vais faire ce projet-là pendant 2 3 jours et de bosser de 9 h à 18 h en avançant tranquillement, mais en ayant toujours mon téléphone à côté, en allant voir LinkedIn, en faisant d'autres choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, je vais faire une page, par exemple, dans la journée. Enfin, allez, plutôt deux, ce sera plus cohérent. Je vais faire 2 pages aujourd'hui, une ce matin, une cet après-midi. Et du coup,
je me pose devant mon ordi, je mets mon téléphone en mode avion, ou en tout cas, je le laisse loin de moi, et je fais que ça. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 3 heures. En tout cas, je me mets dessus et j'arrête pas tant que j'ai pas terminé, sauf vraiment si j'ai besoin d'une petite pause. Là, je prends 5-10 minutes pour aller checker un peu les réseaux sociaux ou pour sortir le chien, c'est bien aussi. Et du coup, ça permet vraiment de travailler que quand je suis motivé. Et du coup, après avoir fini cette première page, par exemple le matin, que ça m'ait pris 1 heure ou 3 heures, après, je me fais une bonne pause d'au moins 2-3 heures, euh, le temps de vraiment me recharger et me couper complètement entre les projets. Plutôt que de couper entre deux parties d'une journée, je préfère couper entre les projets. Même si c'est, par exemple, je fais un post LinkedIn, ça, c'est quand même assez rapide à rédiger. Mais si je rédige un post LinkedIn, j'ai besoin de faire une petite pause après. Comme ça, après, je me remets à fond dans le prochain projet, quoi. Euh, et pareil, il y a des jours où je me dis, bah, là, admettons, c'est le soir. Je me dis, demain, je me sens vraiment, je n'ai pas trop envie de bosser, j'ai un peu la flemme. J'ai envie je sais pas, de jouer à la console, j'ai envie d'aller faire une petite rando ou de faire un truc. Bah, c'est pas grave, même si on est mardi, bah, demain, je prendrai mon mercredi et puis je bosserai un jour en plus, peut-être ce week-end, on verra. La flexibilité, en fait, ça a du bon quand ça permet de s'adapter plus à notre propre rythme et à nos envies, quoi. La flexibilité, c'est pas seulement se dire c'est travailler le soir et le week-end. Ensuite, gagner plus. Alors, gagner plus ou au moins la même chose. Parce que quand j'avais publié l'article, j'ai eu pas mal de retours de gens qui me disaient tout le monde ne veut pas gagner moins, ou il y a des gens qui ont besoin de gagner de l'argent, moi j'ai envie de gagner de l'argent, etc. Donc, j'entends, hein, c'est des retours complètement normaux. Moi non plus, j'ai pas envie de gagner moins. Enfin, si on vous propose la même chose que ce que vous gagnez aujourd'hui, ou moins, bah, forcément vous allez vouloir la même chose ou plus. Enfin, c'est logique, en tout cas aujourd'hui. Et en fait, travailler moins, ça ne veut pas dire gagner moins, forcément. Parce que si on travaille moins mais qu'on est plus efficace, on gagne plus. Et il y a un autre aspect aussi, c'est les tarifs. Tout à l'heure, on parlait de quand on a un certain succès relatif, hein, ben, on a plus de projets qui viennent à nous, mais on peut très bien en prendre moins et augmenter ses tarifs. Et dans tous les cas, les projets continueront à affluer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 4 ans de freelancing derrière moi. Il me semble que c'est à peu près le cas de la plupart d'entre vous, d'après ce que Noël m'avait dit. Euh, Aujourd'hui, je facture facilement 3 fois plus cher qu'il y a 4 ans et je travaille moins. Pourtant, je gagne beaucoup plus. Et c'est important vraiment d'augmenter ses tarifs au moment où on sent que là, on a un flux de demandes entrantes, ou après, si on est plus porté sur la prospection, sur l'outbound, sur le réseau, en tout cas, on a un taux de conversion qui est plus élevé. On se dit que là, aujourd'hui, même si j'augmente mon tarif, même si je le multiplie par allez, 1,2, 1,5, j'aurai quand même encore des projets. Et moi, c'est vraiment au moment où je me dis, bon là, je suis full pendant 2-3 mois, je continue à recevoir des demandes, donc qu'est-ce que je perds à augmenter mon tarif? Et ça, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait 5-6 fois. Moi, je ne sais même pas en fait. Franchement, entre 5 et 10 fois. Euh, et à chaque fois, ça marche. Et du coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de demandes qu'avant parce que en parallèle, bah, j'ai continué à construire le personal branding, etc. Donc, slow freelancing, prendre son temps, travailler moins, etc., ça ne veut pas forcément dire gagner moins. Parfois même au contraire, parce que bah, on est plus créatif, on est plus productif, on est plus inspiré. Et du coup, ça se ressent aussi sur le travail qu'on fournit. Moi, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais plusieurs fois, j'ai dû me forcer à bosser alors que j'étais vraiment au bout du rouleau. J'étais fatigué, mais j'avais un projet vraiment par exemple, qui prenait plus de temps que prévu. Et du coup, bah, ça se ressent en fait. Moi, je vois vraiment ça sur les retours clients. Quand je livre un projet et que bah, je suis assez content, j'étais en forme, etc., bah, ça passe tout chousse. Par contre, c'est arrivé quelques fois où je me disais, là, je sais que je suis fatigué, je sais que je ne suis pas motivé, j'ai vraiment la flemme. Bah, ça se ressentait aussi sur les retours, quoi. Et c'est vraiment aussi simple que ça, quoi. Donc vraiment travailler quand on se sent efficace, pour moi, ça change tout. Et le dernier point, c'est choisir chaque aspect de la vie de freelance, donc sans les contraintes. C'est-à-dire que on peut hein, conserver un mode de travail assez classique. On peut se dire tous les matins, j'ouvre mon ordi à 9 heures, je fais une pause de midi à 13 heures, et ensuite je ferme mon ordi à 17 heures ou 18 heures. Pourquoi pas? Mais c'est pas du tout une obligation. Et si on a envie de travailler moins,
on peut travailler moins. Par exemple, si on veut faire du 10h midi, 14-16 heures, et éventuellement rajouter une petite heure un peu plus tard si on a encore du travail, on peut se le fixer. Mais le truc, c'est qu'on a parfois peur de la liberté qu'apporte le freelancing, parce qu'on se dit, si je bosse moins que tous les autres freelances qui ont l'air de carburer tout le temps, bah, je vais forcément être moins compétitif, attirer moins de clients, faire moins de business, etc. Alors que c'est pas forcément le cas. Les contraintes, ça peut être nous-mêmes qui nous les imposons, mais ça peut être aussi les clients. Et ça, il faut être assez clair avec eux dès le début, parce qu'au final, effectivement, on n'a pas de patron, mais chaque client est d'une certaine manière notre donneur d'ordre. Après, faut pas non plus se laisser donner trop d'ordre. C'est quand même à nous de fixer le cadre et comment dire, de choisir nos contraintes, en fait, tout simplement. Euh, Après, faut pas hésiter aussi à se séparer quand on sent vraiment qu'un client a trop d'exigences qui servent à rien, parce que par exemple, il veut qu'il y ait 14 allers-retours entre lui, son cousin et son associé. Euh, à un moment, il y a des limites, et il faut savoir poser les limites. Ça, c'est hyper important dans le freelancing, vous le savez tous et toutes, je pense, parce qu'il n'y a pas que dans ce freelancing qu'on en parle. Euh, mais ça aide aussi, justement, à être plus libre au quotidien. Du coup, pour résumer un peu l'idée principale de tout ça, c'est travailler seulement dans ce qu'on est le plus productif. Ça permet de gagner pas mal de temps. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on peut faire plus de choses en fait en moins de temps. Parce que admettons là ce soir j'ai encore du travail. C'est pas très slow freelance de bosser après 18h, mais bon. Euh, Là je suis en forme, mais admettons que je me sente plus motivé. Donc ce soir, ce que j'aurais fait en 3 heures, si j'attends demain, bah demain, je le ferai peut-être en 1h30, 2 heures. Et c'est un temps qui est perdu, en fait, quand on bosse et qu'on n'est pas au top. Ça a marché aussi pour l'école. Moi, j'ai développé, je pense, un peu les bases de tout ça quand j'étais à l'école. J'ai toujours été du genre à bosser les partiels la semaine d'avant, etc. Et au final, c'est plus efficace parce que bosser un mois avant, t'as pas envie, t'es pas à fond, t'es pas concentré. Et du coup, ça marchait pas trop. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qui marche pour nous et de s'adapter à fond à ça. 8 grandes règles pour accompagner la petite description du slow freelancing. Ne jamais se brader, même quand on se demande un peu comment ça va se dérouler dans les semaines qui viennent. Parce que quand on se brade une fois, alors déjà, quand on se brade pour un client, ça ne crée pas de très bonnes relations parce que nous, on a un peu la pression, on dit qu'on va devoir bosser plus pour gagner ce qu'on gagne d'habitude. Le client, il a l'impression d'avoir. Enfin, ça baisse notre valeur perçue aussi. Si vous proposez un devis à 1 000 euros, que le client dit ah, là par contre, j'ai que 500 euros de budget et que vous dites OK, c'est une image qui n'est pas forcément recommandable. Et ça peut vous suivre ensuite, puisque ça se trouve, ce client-là, pour qui vous avez fait à moitié prix, sans aucune raison, il va peut-être vous recommander. Et après, toutes les personnes à qui il vous aura recommandé, ils vont aussi vous proposer le même tarif. Et du coup, on ne s'en sort pas. Moi, quand j'ai commencé, je me bradais pas mal, mais je ne le savais pas. J'étais étudiant, donc au final, ce n'était pas très important d'ailleurs. Euh, mais j'ai eu un peu de mal à un moment à passer certains caps. Parce qu'au final, il y a des clients pour les gens qui se bradent, pour les freelances qui se bradent, et il y a des clients pour les freelances qui sont vraiment, facturent vraiment high level, et il y a des clients pour tous les autres du milieu. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas parce qu'on se vend 800 euros au jour qu'on a moins de clients que quand on se vend 200 euros au jour. C'est un peu dur à imaginer, mais c'est vraiment ce que j'observe et tous les gens à qui j'en parle observent ça aussi. Ensuite, accepter de travailler parfois le soir et le week-end, c'est un peu ce que je disais. C'est une flexibilité, mais ça veut dire que parfois, quand il y a vraiment un flux de travail important, par exemple, moi, je préfère jamais bosser plus de 6 heures par jour. Par contre, si vraiment il y a beaucoup de travail, ben, faire ça aussi le samedi et peut-être le dimanche, mais toujours pas plus de 6 heures par jour. Et le soir, pareil. Le soir, c'est plutôt quand je sais que j'ai un gros volume de travail dans une journée, bah, je vais diviser ma journée en trois. Je vais faire 10 heures, 13 heures, par exemple, 15 heures, 18 heures, et puis après, finir le soir, quoi. Donc 21 heures, 22 ou 21 heures, 23. Et ça marche assez bien, parce que du coup, entre chaque période de travail, ça me permet de souffler, ça permet vraiment de complètement changer d'air. Et c'est vrai qu'à chaque fois que on se remet au travail, on a à nouveau l'esprit clair en fait. On est à nouveau motivé, on peut même faire des siestes hein, si on veut, etc. Donc c'est pas mal. Bon après, je bosse pas tous les soirs non plus, hein, c'est pas le but. Sinon on est plus très slow.
La confiance en soi, après, c'est un sujet hyper important parce que pour respecter toutes les autres règles, en fait, c'est-à-dire se fixer ses propres limites, jamais se brader, etc., ça demande d'avoir confiance en soi. Bon, après, ça se construit, hein, ça se décrète pas d'avoir confiance en soi, mais c'est important d'avoir conscience de la valeur qu'on a et de bien prendre en compte tous les avis des clients, surtout les avis positifs, et de travailler sur les avis négatifs pour s'améliorer et du coup gagner confiance en soi. Accepter des missions sur des sujets nouveaux, c'est c'est un peu moins important, mais ça permet de s'ouvrir l'esprit, de se découvrir potentiellement des sujets sur lesquels on est bon, on peut bien gagner et peut-être, on peut même peut-être être plus productif. Par exemple, je sais que quand j'ai commencé le copywriting, j'étais un peu plus productif. Ouais. Pour parler de manière très, très triviale, j'avais un ROI qui était un peu plus important en copywriting parce que je facturais plus cher que la rédaction web sur certaines missions. Mais je ne travaillais pas forcément plus. Donc au final, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas hésiter à tester des nouveaux projets qui sont connexes, on va dire, à notre expertise. Moi, j'avais déjà quand même un peu de connaissances en copywriting, mais voilà, il faut trouver des sujets connexes. Et si ces sujets viennent à nous, c'est-à-dire qu'on nous a identifiés comme potentiellement aptes à traiter ces sujets-là. Et du coup, si on s'en sent capable, tester, on ne sait pas ce qui va en sortir. Après, se former en permanence, c'est un peu la même idée. C'est pour s'améliorer, du coup, gagner en autorité, gagner en compétences, pouvoir faire plus de choses, pouvoir prendre des projets de plus grande envergure et du coup, facturer plus cher et donc travailler moins. Travailler à fond sur le personal branding, ça, c'est peut-être même le point le plus important. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si j'ai pu me mettre au slow freelancing, c'est parce que mon personal branding, que ce soit sur LinkedIn, sur mon site, sur Internet en général, parce que j'ai participé à pas mal d'événements, de podcasts, d'articles invités, etc. Je suis assez facilement identifiable et du coup, j'ai pas mal de demandes clients. Et du coup, j'ai pas tout ce temps de prospection ou à l'inverse, j'ai plus forcément ce temps de création de contenu. Je crée moins de contenu qu'avant, mais ce que j'ai fait ces 4 dernières années, ça sert à fond aujourd'hui. Donc c'est aussi du long terme en fait le soft freelancing. On peut se dire objectif soft freelancing dans un an et je commence à construire ça maintenant. Et du coup, c'est ce que je disais, participer à des événements, collaborer sur des contenus, ça contribue en fait à attirer des clients ou en tout cas à renforcer l'image pour convaincre un client plus facilement. Et après, l'aspect réseau, pareil, c'est aussi un excellent enfin, c'est un excellent canal d'acquisition, tout simplement. La méthode être partout, c'est un truc qu'on m'a déjà dit, j'ai l'impression que tu es partout. Et c'est vrai, il y a un moment, j'avais ma chaîne YouTube, donc je publiais des vidéos de temps en temps, j'avais mes articles, j'avais Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. J'avais vraiment plein de canaux et j'étais un peu partout. Donc il y a des gens qui étaient vraiment exposés à ma tronche tous les jours. Euh, parfois c'est parfois c'est relou, mais ça multiplie en fait les points de contact avec des clients potentiels. Donc voilà, 8 grandes règles pour pouvoir appliquer le soft freelancing. Et on va finir par des clichés sur le soft freelancing et après j'en aurai fini. 5 grands clichés, la plupart issus de vrais retours que j'ai eus suite à mes prises de parole là-dessus. Alors, je viens de me lancer, je peux pas. Donc, c'est un peu l'idée que quand on commence, quand on se lance, on ne pourrait pas être slow. Alors, effectivement, quand on se lance, on n'est pas très cher, sauf si on a une carrière de 15 ans en agence avant, par exemple. Mais souvent, quand on se lance, on n'a pas de clients, on n'a pas d'autorité, on a besoin de revenus rapidement. Et du coup, on se dit, mais si je travaille pas beaucoup, forcément, enfin, mon activité, je ne vais pas pouvoir la développer comme je le veux. Et pourtant, d'après tout ce que je viens d'expliquer, on peut, si on se positionne par exemple directement sur euh, comment dire, j'allais dire du prestige, mais c'est pas vraiment ça, en tout cas sur de la qualité, par exemple, si on rédige des contenus, on peut se dire, moi je rédige que des contenus à forte valeur ajoutée, optimisés SEO, plutôt que de dire, moi je rédige n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, euh, de manière assez cheap. C'est un choix, ça c'est vraiment un choix de spécialisation. Et du coup, on peut choisir déjà un secteur qui paye bien, on peut se positionner de manière à apparaître comme un expert, parce qu'au final, du moment qu'on se sent capable de travailler sur certaines missions, le plus important, c'est l'image qu'on renvoie, et c'est ça qui va définir est-ce que notre tarif est cohérent ou pas, etc. Donc on peut se lancer en étant slow freelance, c'est plus compliqué, c'est sûr, mais c'est possible.
Après, je ne veux pas gagner moins d'argent. C'est un peu, j'ai même un peu répondu tout à l'heure, mais c'est l'idée de travailler moins égale gagner moins. Et ça, on sait maintenant que ce n'est pas forcément vrai. Euh, Après, on peut très bien aussi avoir cette approche-là. C'est un peu ce que font les salariés quand ils passent au 4/5e. Euh, Tout simplement, ils coupent un jour dans leur semaine et du coup, ils gagnent un cinquième de moins. Pourquoi pas? Si on n'a aucun problème avec le fait de gagner moins, on peut aussi tout simplement travailler moins sans augmenter ses tarifs, sans changer de positionnement, sans travailler énormément sur son personal branding. Après, ça, c'est vraiment, ça relève bah, des possibilités, des appétences de chacun. Ensuite, il faut être une référence sur son milieu pour faire du slow freelancing. Alors, c'est sûr que ça aide quand on est identifié, qu'on a un positionnement, qu'on a une petite réputation, parce qu'on attire des clients et qu'on est visible. Mais on peut commencer bien avant. On peut commencer bien avant, pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées. Mais effectivement, ça aide. J'ai des enfants, je ne peux pas. Alors ça reprend un peu tout le reste, parce que quand on a des enfants, on a besoin d'argent, on a besoin de clients, on a besoin d'une certaine forme de sécurité. Euh, et du coup, forcément, c'est plus compliqué, il y a plus de risques. Mais après, si on reprend un peu les arguments que j'ai évoqués au début, donc travailler moins égale être plus productif, plus créatif, plus prolifique. Et là, en l'occurrence, quand on a des enfants, ça veut aussi dire pouvoir passer plus de temps avec eux, plus profiter de sa famille, et donc globalement être plus heureux et mieux dans sa tête. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'on va être plus efficace et donc qu'on va être meilleur, qu'on va pouvoir augmenter ses tarifs, que ça va bien se passer, que les clients vont être contents? Donc voilà, est-ce que ce ne serait pas une opportunité justement? Et dernier point, la décroissance non merci. Donc ça, c'est un peu l'approche politique du truc, euh, parce qu'on peut associer le slow freelancing à une certaine forme de, bah, ce que je disais, c'est un contre-pied à la croissance, mais c'est pas non plus un dogme en disant faisons tomber le capitalisme, devenons slow freelance. Euh, c'est pas forcément de la décroissance, puisqu'on ça ne veut pas forcément dire qu'on va travailler sur moins de projets, ça ne veut pas forcément dire qu'on va gagner moins d'argent, etc. C'est un argument qui est assez facile de la part de ceux qui le présentent, mais qui est aussi facile à démonter. Voilà, il y a certainement beaucoup d'autres clichés, beaucoup d'autres idées préconçues là-dessus, sur le slow freelancing. Peut-être que vous en avez aussi. En tout cas, je serais ravi de répondre à vos questions. Merci les filles. Je vais arrêter de partager mon écran. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, je ne vous vois pas depuis que j'ai commencé. Donc, si ça se trouve, vous n'êtes même plus là. Ah Est-ce que vous oui, êtes encore là? imagine, ça a coupé. Non, on n'a rien entendu, ça a coupé depuis. Mais vous avez quand même attendu depuis, donc c'est assez gentil de votre part. Mais par contre, ça partage encore l'écran. Ouais, je vais couper ça. Hop, c'est bon? Ouais, non, merci beaucoup, Brice. Super les slides. Enfin, je sais pas. C'est très épuré. Je vais pas parler toute seule. Oui, ça va, hein, on s'attendait à qui? Papyrus. Non, non, c'est cool. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça. Ouais, bah moi j'étais d'accord sur tout. Josépha, tu vois Josépha ou Comment? est-ce que tu vois Josépha ou tu la vois pas parce Ouais. que ouais, Si, c'est bon. je vois pas. T'inquiète. Du coup, j'étais assez emballée et d'accord sur tous les points que tu as énoncés. Il y en a un où j'ai des difficultés, ce serait comment augmenter ses tarifs auprès de clients qui me suivent depuis 5 ans et qui du coup, c'est des missions assez régulières où je ne vais pas forcément apporter une plus-value. Et du Ok. partir du jour au lendemain, bah, au final, 100 € de plus, 200 € de plus, comment on peut le justifier avec. Alors effectivement, là, c'est un peu plus tricky. Moi, je l'ai fait encore récemment. Au final, moi, ce que je recommande, c'est de mettre en avant du coup la qualité de la relation, de la collaboration et dire, bah, je suis super content qu'on travaille ensemble depuis tout ce temps. Bah, c'est quand même sympa. Après, moi là, récemment, j'ai augmenté mes tarifs. Du coup, ce serait à ton bon vouloir, ce serait top si tu pouvais t'aligner sur mes nouveaux tarifs. Bon, faut pas lui proposer de faire du x2 ou du x3, hein, ça va être compliqué. Mais tu peux lui proposer de faire, je sais pas, par exemple, si tu étais sur du 500 € par mois, tu peux lui dire, bah, maintenant, à tous mes nouveaux clients, je leur facture 700 € par mois. Mais bon, on peut continuer sur 600. Comme ça, au moins, moi, c'est plus cohérent avec mon offre. Et puis voilà,
c'est quand même sympa. Et si la relation, si la collaboration est bonne, il y a assez peu de chances qu'ils refusent. Après, ça dépend de la relation avec le client aussi. Ça dépend si c'est un grand groupe très processé ou si c'est un indépendant ou un entrepreneur. Euh, Souvent, il va accepter parce que ben, il nous aime bien et il veut pas que ça s'arrête, quoi. Ouais, le but, c'est pas de lui mettre un ultimatum en mode bah, j'ai augmenté mes tarifs, soit tu suis, soit merci, au revoir. Là, je pense que la réaction serait pas celle souhaitée. Euh, mais il y aller doucement, jouer vraiment sur la confiance et être sincère en fait. Parce que, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'avais vraiment augmenté mes tarifs il y a longtemps et du coup, c'était vraiment un de mes seuls clients où j'étais un peu en dessous. Et du coup, je me suis dit, je vais aller tout ça, je vais y aller franco. Et voilà, donc après, on en a discuté. C'était, bon, après, ça dépend de la personnalité de la personne aussi, du client, mais ça se tente en tout cas. Il y a pas grand-chose à perdre en fait si c'est amené de la bonne manière. Moi, j'ai une question. Comment tu... Est-ce que tu en parles à tes clients de ça? Alors, peut-être pas le mot sur freelance, mais comment tu l'amènes à ton client, ce côté je vais pas être enfin, tu vas pas le dire non plus, mais je vais pas être à fond pour vous, ou je vais pas, je vais pas bosser comme une ouf. Enfin, comment tu te présentes au client, si tu le présentes d'ailleurs? Euh, alors ça, je l'amène. Je crois que en fait, je l'amène très peu. Je l'amène même pas, je pense. La plupart du temps, ça a pas. En fait, ça a pas lieu d'être parce que ça, c'est. Enfin, je veux dire, ça a pas. Il n'y a aucune raison d'en parler, sauf si mon client a vu mon post LinkedIn ou mon article. Parce qu'en fait, ce qui intéresse le client, c'est quoi? C'est que la mission soit bien réalisée, qu'il soit content, qu'il ait des résultats et que ça se passe bien. Au final, peu importe si et que ces délais soient tenus, je veux dire, surtout. Peu importe au final la manière dont moi je m'organise, tu vois. Après, on fait pas exactement le même métier et c'est peut-être différent à ce niveau-là. Moi, la plupart de mes collabs, 9 sur 10, j'ai des deadlines, j'ai des livrables à produire. Et à partir de là, voilà, du moment que c'est livré telle date, mon client, il s'en fout que j'ai bossé. Euh, Enfin, ouais, il sait pas en fait comment j'ai avancé dessus. Euh, je sais pas si ça répond à la question. Ouais, si. Ouais, c'est vrai que ça dépend effectivement des missions. Moi, je sais qu'on me dit, bah oui, Milan, comment tu fais? Est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à accepter bah, justement un mois de délai pour la livraison finale parce que justement, j'ai Mm. décidé de pas passer par jour. Donc, c'était plutôt dans ce sens-là. Euh, Ouais, mais pour moi, tant que ça joue pas sur la deadline, et au final, ça par contre, je m'adapte beaucoup au client en fait. Quand on discute du projet, je lui demande quel est son délai de prédilection, si ça pouvait être fait dans l'idéal. En général, bon, on a toujours une petite partie qui dit ouais, bah, pour hier. Bon, cela, j'essaie de faire au plus vite, mais voilà, en général, ça prend pas plus d'une semaine, puisque je m'adapte en fonction des urgences de chacun. Puis après, je revois mon orga dans le sens où, par exemple, là, j'ai des trucs à faire pour dans un mois, mais vu que c'est pas hyper urgent, là, je me les suis prévu pour fin de semaine. Mais si j'ai des trucs plus urgents, bah, je ferai ça avant. Voilà, j'essaie d'arranger tout le monde. Et c'est pour ça que je disais, parfois, il faut bosser le soir et le week-end. Parce que parfois, pour arranger tout le monde, bah, il faut que tout soit livré à temps. Et voilà. Donc parfois, il n'y a pas le choix. Mais quand même, en général, j'en parle pas et ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'il y a un cas où c'est plus compliqué, je pense, c'est quand on vend, comment dire, quand on vend des jours et qu'on est, par exemple, si on vend 5 jours par semaine pendant un mois, ça va être un mois où ça va être compliqué de faire autre chose que 5 jours par semaine pendant un mois, quoi. Là, on peut pas vraiment s'adapter. Mais après, moi, ça m'est jamais arrivé. C'est pas, ça fonctionne pas comme ça dans mon taf. Les designers, c'est peut-être un peu différent. Il y a peut-être des périodes comme ça d'une semaine ou plus où on est sur place, chez le client notamment. Moi, je suis jamais chez le client, donc ça joue aussi. Euh, donc, il y a des petites disparités comme ça selon le métier, c'est sûr. D'autres questions? Moi, j'en ai encore j'en ai une du coup. Et pour toi, quelle difficulté ça amène d'avoir ce début? Parce que là, on parle des points positifs. Qu'est-ce qui, pour toi, est-ce que tu rencontres des difficultés par rapport à ça, à ce style de vie, on va dire, ce choix que tu as fait? Euh, franchement, euh, franchement, non. Euh, non, j'ai vraiment l'impression d'avoir
d'avoir adopté ce mode de vie-là parce que c'est ce qui me convenait le mieux. Tu vois, genre, j'aime pas me lever tôt le matin, bah, je me lève tous les jours à 9-10 heures. Euh, Parfois, ça me dérange pas de bosser le soir parce que ma copine fait autre chose, parce que je suis motivé, parce que voilà, du coup, bah, je me dis, tiens, il est 21 heures, allez. Euh, donc non, franchement, il n'y a aucun inconvénient à ça. En tout cas, aujourd'hui, peut-être que plus tard, il y aura des choses. Euh, mais dans mon mode de vie actuel, non, c'est que du plus. Après, ça dépend vraiment de chacun, je pense. Ok. Bon, bah, c'est cool, hein. Je pense qu'on va tous s'y mettre, hein. Sinon, moi, j'ai des petites questions pour vous aussi. Ah, vas-y. Du coup, je voulais savoir qui connaissait à peu près le concept avant que Nolan vous en parle. Tu veux dire le nom ou le fait de le faire? Si, on connaît. Tu parles le nom ou le concept? Bah, même pas tellement le nom, plutôt l'idée, le concept. Tout le monde? Ouais. Ouais. Et du coup, qui est-ce qui pense qu'il vit de cette manière-là son freelancing? Ouais, Tout le monde? Bah, Moi, le problème, c'est que j'arrive à m'autoriser à prendre un peu de liberté en me disant, bon, ben là, je n'y arrive pas, je vais faire un peu de kayak, je vais aller m'aérer. Sauf que quand je retourne bosser, je culpabilise. En me Ouais. disant, oh, merde, t'as gavé de taf et tu t'es autorisé une demi-journée à faire autre chose et je culpabilise un peu. Donc, je le fais un peu, mais j'ai encore un peu de mal à l'assumer. ouais, le côté situation du truc. moi, c'est mes parents. C'est plutôt eux qui vont me culpabiliser. Ah, les proches. Et ouais, les Ah, parents, oui, aussi. Ah, les proches. Ouais. Déjà, le métier, c'est compliqué pour les parents, mais alors le rythme en plus. Oui, c'est vrai que les copains salariés vont te dire ah, mais t'as rien foutu en fait, ça va ta vie? Sur la même vieille blague. En fait. Ouais, je comprends. Mais c'est intéressant l'aspect culpabilisation. J'avoue que moi, je l'avais encore il n'y a pas très longtemps. Je l'ai encore de temps en temps. Mais en même temps, c'est dur de. Comment dire? Si je sais que j'ai encore du travail ce soir, mais du coup, dans l'après-midi, je fais une grande pause parce que j'ai envie de me reposer ou de faire autre chose. C'est normal d'y penser en fait. Mais ouais, il faut vraiment essayer de se dire, dans tous les cas, ce sera fait. Et donc, il ne faut pas que je me mette la pression là-dessus, quoi. Et après, l'autre truc par rapport aux proches, c'est intéressant aussi. C'est aussi dans le couple, je trouve que ça ressort beaucoup, surtout quand l'autre n'est pas freelance. Où lui, enfin, là, en l'occurrence, ma copine, elle part le matin, elle revient le soir, elle bosse plus que moi, et du coup, bah, ça fait un peu, enfin, ça peut faire un peu branleur de temps en temps, quoi. Mais au final, enfin, après, il faut quand même que l'autre personne comprenne, donc faut bien, enfin, comment dire, À choisir. enfin, il y a des métiers et c'est plus compliqué, mais on a une chance en fait. Quand on est freelance, on a cette liberté-là. Et du coup, ce serait dommage de ne pas en profiter en fait aussi, tout simplement. C'est aussi pour ça, je pense, que beaucoup se lancent. C'est pour pouvoir avoir le contrôle de leur temps et pouvoir bosser un peu plus quand ils le veulent. Bon, après, c'est plus compliqué dans la pratique souvent. Mais en théorie, on a au moins cette liberté-là, quoi. Du coup, Brice, ça m'amène une autre question. Tu m'entends? Ouais. On en discutait avec Laetitia qui, en fait, on choisit nos clients où on a ce côté, on ne veut pas bosser vendredi par exemple, donc on ne veut pas se booker, mais comme il y a des trucs qui nous plaisent, on est prêt à quand même enfreindre les règles potentiellement de se dire on a ce vendredi off. Et il y a aussi ce sujet où toi tu dis que tu sélectionnes. Parce que le freelance, donc du coup tu ne peux pas accepter trop de trucs et je pense que l'entonnoir est encore plus fort. Comment tu fais, sur quels critères tu te bases pour choisir Mm. client? Et ouais, c'est ça. Et tu vois, s'il y a des trucs qui te font vraiment kiffer, comment tu fais pour te dire, ben non, je suis so freelance, j'y vais pas. Enfin, potentiellement, hein, j'exagère le trait, mais Ouais, ouais. Bah là, concrètement, si je reçois un petit message LinkedIn ou une proposition sur Miles, c'est là où je reçois le plus de messages. Euh, je regarde déjà si c'est quelque chose que je fais, parce que voir si c'est pertinent ou pas, parce que parfois, une fois sur trois, ton client te contacte pour un truc que tu fais pas. Euh, Après, je regarde si le projet a l'air intéressant, etc. Bon, souvent, ça va, c'est quand même assez intéressant. Après, ça dépend de l'impact aussi, je le disais. Donc, je regarde si c'est pas
un truc de paris sportif ou si c'est pas une marque de SUV. Voilà, après, chacun ses convictions et on a tous des filtres comme ça aussi. Après, du coup, il y a évidemment le tarif. Le tarif, c'est un point sur lequel je négocie plus tellement. Alors qu'au début, comme beaucoup de monde, je pense, j'avais le prix à la baisse facile. Aujourd'hui, si le client accepte, enfin, aujourd'hui, en fait, et ça, c'est un conseil que j'avais entendu, je sais plus, je pense que c'était sur Tribu 1D il y a super longtemps à l'époque. Euh, C'était peut-être toi, Nolwenn, qui l'avait dit. Non. C'était que, admettons, tu proposes un devis à 1000 euros, ton client te dit, bah, j'ai que 500 euros de budget, on n'est pas au marché, tu ne vas pas lui dire, bah, ok, 750 alors. Tu peux lui proposer autre chose à 500 euros en lui disant, c'est une presta un peu plus light avec seulement cet aspect-là, cet aspect-là. Comme ça, au final, tu ne perds pas de valeur, etc. Et du coup, donc, je négocie plus forcément les prix. Et donc, si le projet est super intéressant, que l'impact me correspond, que ça peut le faire, que c'est un sujet que je connais, etc. Si le budget est à peu près aligné, plus ou moins 10%, on va dire, j'accepte si j'ai du temps. Et si je n'ai pas trop de dispo, je dis que je serai dispo dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Si ça ne va pas au client, je lui dis que bah, ce que je peux faire ensuite, c'est recommander quelqu'un. Et du coup, là, je recommande quelqu'un que je connais. Parce qu'au final, moi, je connais des freelances qui me disent qu'ils ont une liste d'attente de 3 mois, de 6 mois. Moi, je connais très, très peu de clients qui m'ont dit, OK, bah, j'attends 3 mois, en fait. Je ne sais pas trop qui sont ces clients, mais en général, plus d'un mois, c'est assez dur. Enfin, c'est assez dur pour le client, en fait, parce que il y a certains projets, ça dépend évidemment, est-ce qu'il va lancer une offre la semaine prochaine ou est-ce que il veut juste refaire son site dans les 6 mois qui viennent. Mais en général, voilà, enfin, si j'ai un. Et c'est un aspect sur la flexibilité aussi sur lequel je voulais revenir justement. Ce que je disais par rapport toujours au soir et au week-end, c'est que parfois, quand un projet hyper intéressant arrive, que je suis déjà booké en mode slow freelance, hein, euh, mais que ce projet, j'ai envie de le faire, il est bien payé, ça a l'air super, super, etc. Bah, je l'accepte et là, je bosserai un peu plus pendant quelques semaines maximum. Euh, Tout comme après, il y a des semaines où ce sera peut-être un peu plus light par la suite. Donc ça dépend de pas mal de trucs. Mais effectivement, quand tu bosses que 30 heures, 20-30 heures par semaine, tu peux accepter moins de projets que si tu bosses 50 heures par semaine. Quoique, sauf si tu es plus efficace. Et moi, je ne sais pas si c'est 2 fois plus efficace quand on est bien, ce que je disais, bien motivé, etc. Mais tu es quand même plus efficace. Sur la rédaction de contenu, par exemple, je sais que j'écris beaucoup plus vite que pas mal d'autres freelances. euh, Parce que j'écris vraiment, surtout quand je suis dans un mood d'écriture, quoi. Si je me dis là, il faut que je bosse, mais je suis pas dans un mood d'écriture, je vais faire autre chose. Je vais envoyer des devis, je vais répondre à mes messages LinkedIn, je vais faire des trucs comme ça. Et j'attends que ça vienne. Bon, après, j'attends pas l'inspiration pendant 3 jours, parce que sinon, ça avance pas beaucoup. Mais voilà, il y a un peu de tout ça. Ok. Ouais. Sinon, il y avait encore, j'avais encore d'autres questions un peu plus vastes. Est-ce que vous avez des critiques sur Slow Freelancing? Est-ce que vous trouvez que, je sais pas, est-ce que vous trouvez que c'est pas adapté à tout le monde, ou est-ce que vous trouvez que, il y a des choses qui peuvent être améliorées, ou comment vous voyez ça? Moi, je pense que ce que tu dis par rapport au fait que c'est aussi possible quand tu démarres, que tu n'as pas de réseau, je pense que tu as tort. Parce que bah, déjà que t'en as qui commencent en cravachant comme des tarés, ils ne se payent pas. Mm. En plus, ils font encore moins. Je doute que ça soit viable. Mais bon. Ouais. Je pense pas même que, justement, si ils bossaient moins, mais plus intelligemment, entre guillemets, ils auraient plus de résultats. Tu vois, c'est un peu comme quand tu cherchais un stage à l'époque. Est-ce qu'il vaut mieux envoyer 300 CV à toutes les offres que tu trouves, ou est-ce qu'il vaut mieux en cibler 12 et faire un truc hyper personnalisé, etc., qui va te prendre moins de temps que d'envoyer 300 CV, mais qui va sûrement être plus rentable? Effectivement, on va faire ça. Mais clairement, je ne disais pas que les gens qui travaillent comme des cons font forcément des trucs pas intelligents. Moi, quand j'ai commencé, je suppose que je ne faisais pas des trucs complètement débiles. J'allais au bon endroit, mais j'allais par contre à beaucoup de bons endroits. Hmm. Ouais, je comprends. Je suis pas d'accord avec Après, j'avoue qu'au début, moi, j'étais pas trop slow non plus, mais vu que j'étais étudiant freelance, pardon,
c'est un peu biaisé. Mais c'est sûr que c'est plus difficile au début. Mais après, il y a des trucs qui peuvent aider, comme ce que je disais, se positionner sur du comment on dit? C'est pas prestige, c'est pas high-level, c'est pas excellent, c'est un peu enfin, sur du quali, quoi, sur du premium. Plutôt que de se positionner sur du cheap, par exemple, ça rapportera forcément plus dès le début, donc tu auras besoin de moins de clients. Euh, Après, effectivement, ton réseau, ça se construit au fil du temps, quoi, mais c'est. Comment tu peux pas te construire des trucs premium? De toute façon, tous ceux qui commencent, ils font des trucs dégueulasses. Enfin, c'est bien connu. Enfin, je connais aucun freelance qui a que 1 an dans les pattes qui fait des trucs premium. Ah ouais? Même pas ceux qui avaient de l'expérience avant. Les Ouais. graphistes, ça dépend des domaines, peut-être. Moi, j'ai jamais vu. Franchement, je demande qu'on me le présente parce que j'y crois pas une seconde. Ok. Sors de l'école, enfin, t'es nul. Quoi. Oui, designer, c'est clair. T'es nul. Après, il y a le truc du personal branding aussi. Si tu Ouais, creuses c'est déjà ça un aussi. peu en amont avant de te lancer en freelance, tu as un Ok. super personal branding. Il en parlait, Alice. Je pense que déjà, même si tu fais de la merde, on parlait de Germinal, là. Ouais. Je ne vais peut-être pas citer. Et ben, on a l'impression qu'ils sont hyper pros et peut-être que ça ne suit pas derrière au niveau de la qualité. Et pourtant, l'image, elle est là. Donc, je pense que pour Bah ouais, mais le ça, personal branding, c'est ce que j'ai développé et ça me prenait du temps au début. Oui, Ah ça oui, par ça contre, oui. prend- C'est ce Là, que je dis en fait, sur quand ce tu point-là. démarres, Ouais. quand je dis cravacher, je ne l'ai pas dit faire tous les flyers de Jean-Mi du coin de la rue. Non, sur le Mais personnel. cravacher, ça veut Ouais. dire y passer du temps. Moi, j'entends Ouais. branding, démarcher, aller prospecter dans des endroits cohérents. Tout ça, tu peux pas faire du Mm. slow. Déjà, J'ai été en slow dès le départ, en fait, malgré moi, sans faire exprès. Parce que j'ai démissionné de mon CDI parce que je trouvais que c'était l'enfer, justement, d'être dans une agence où là, on te demande d'être là de 8h à 20h et même, tu fais des soirées entières à l'agence parce qu'il y a des urgences. Et quand je me suis mis en free, j'ai pas eu besoin de prospecter parce que j'ai eu la chance, j'ai eu avec le bouche à oreille et tout ça, des clients dès le départ. Et je me suis rendu compte qu'au niveau du budget, j'avais besoin de travailler la moitié de temps par rapport à ce que je faisais en agence et qu'au niveau argent, j'avais déjà mon salaire non, mais tu qui l'as était dit, ouais, assuré. j'avais eu de la chance. Et dès le départ, ça a été une évidence et ça a été naturel d'être en mode slow. Et au contraire, aujourd'hui, avec les 5 ans d'expérience, mon réseau a grossi, mes clients se sont multipliés. Du coup, ça me manque le côté tranquille où tu as 4 clients et voilà. Maintenant j'ai 10 clients, ils m'appellent les 10 en même temps, ils ont des urgences tous le même jour et je continue à dire oui à tout le monde. Et c'est là en fait que j'arrive plus à retrouver le côté tranquille d'avant. C'est Tous sont parce que je pense que comme tu l'étais, avec la chance. Enfin, quand tu démarres, dans le free, tu n'as aucun réseau que tu sors de l'école. Ouais, mais il faut Le préparer, slow, ça se prépare. Bah, Tu vas pas dire du jour au lendemain, Ça tiens, je s'organise. veux un freelance. bah, quand tu sors de l'école, c'est se préparer. Se Tu préparer, dans ce cas, tu es déjà en free, c'est juste que tu n'as pas de clients. Oui, je Tu pense dois se préparer. Oui, mais c'est combien de temps se préparer aussi? Peut-être que juste 2 mois, 3 mois de préparation, tu fais à fond, tu fais jour et nuit, et après, Voilà, peut-être c'est une que question de déjà, mois. tu as le. Ouais, Je pense pas que c'est une question Ouais. d'aujourd'hui. Après, Je sais pas, moi je connais pas cette personne, je suis pas sûre qu'elle existe. Non, mais je pense qu'elle a de la chance comme toi. Mais... Je pense que globalement, tu as raison. Ouais. Sur la moyenne. Je pense que sur la moyenne, tu as raison. Enfin, je veux dire, Mais- c'est bisounours ce que tu racontes. J'aimerais bien que ce soit mais bon, ça tombe pas du ciel, quoi. Moi, je pense que J'ai deux. Pardon. je pense pas, je trouve que les gens qui se lancent de façon brutale en freelance, je trouve que c'est débile et je trouve que c'est ces personnes-là qui vont avoir le problème Oui, de aussi. j'ai rien en fait. Clairement. Alors que moi, je me suis mis en free en parallèle de mes études, en parallèle de mon CDI. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça en tant que freelance, qui sont allées tranquilles en fait, pour justement s'assurer d'un certain jour se dire c'est bon, je peux lâcher mon job et donc du coup t'es pas du tout slow puisque du coup t'es en même temps freelance et en même temps t'as ton job. ouais, mais j'ai fait à mon rythme. T'as commencé du coup pas slow. Donc ça je dis juste qu'en commençant, peu importe à l'heure où tu commences, je doute que tu puisses avoir un rythme qui te permette de kiffer vraiment ta vie. Enfin, même après moi je kiffais, il y avait comme une débile parce que je m'organisais, mais j'ai aimé rencontrer des gens, j'ai adoré ça pendant les 2 ans que ça a duré. Il n'y a pas plus, on est d'accord, mais
Mais je doute vraiment de la possibilité de pouvoir aller se taper des après-midi de temps en temps tranquille comme ça. Quand tu démarres, si tu as envie de pouvoir en vivre correctement 2 ans après. Ouais, après, c'est parce que moi, le slow, je le vois pas direct en mode je me fais l'après-midi, rien faire. Je le vois vraiment comme une philosophie de se dire je travaille quand je veux, quand j'ai décidé, aux heures où je suis la plus productive. Oui. Et, voilà. Et après, du coup, c'est vraiment cette philosophie qui fait qu'après, effectivement, plus tard, on peut se dire c'est l'après-midi. Mais c'est vrai qu'il y a la préparation, c'est important aussi avant de se lancer. C'est vrai que si on se lance brutalement, soit après la sortie d'école, soit en quittant son taf, et hop, on se lance en freelance le même jour, on lance son site, le même jour, on commence à publier sur LinkedIn et on crée son compte Malte, voilà, ça va être complexe. Après, ça se prépare dans tous les cas. Et c'est un peu de ce constat, enfin, de ce postulat-là que je pars. Moi, je connais j'ai des potes freelance, je ne sais pas si vous voyez. Nicolas Formentin ou Ikram Nemini Shibani. C'est des gens qui se sont lancés il n'y a pas très longtemps. Après, effectivement, eux, leur truc, c'est que tous les deux, ils ont fait une reconversion professionnelle et ils ont commencé à préparer leur lancement quand ils étaient encore salariés, mais ils ont préparé ça tranquillement, quoi. Ikram, elle faisait des posts LinkedIn de temps en temps. Nicolas, il a fait son site, il a commencé à faire des articles. Et du coup, quand ils se sont lancés, là, en moins d'un an, en même pas, en peut-être 6 mois, ils avaient déjà pas mal de clients, ils avaient déjà une petite réputation, etc. Donc, effectivement, enfin, faut préparer son lancement en freelance, surtout si on veut faire du slow. Et voilà, après, c'est sûr que il y a la chance qui joue, faut voir un peu ça dépend de chaque cas. Et en moyenne, je suis pas sûr que ce soit facile pour tout le monde. Mais après, je reste sur le fait que en bossant moins, mais en ayant des actions plus ciblées, plus efficaces peut-être. Euh, Peut-être au moins sur les 3 premiers mois, on peut tester plein de choses et ensuite faire uniquement ce qui marche le mieux. Par exemple, si c'est LinkedIn qui marche le mieux, on peut arrêter de faire des vidéos, on peut arrêter de faire des articles, etc. Donc voilà. Après, en espérant que ce concept vive et qu'il y ait des retours justement de jeunes freelances, par exemple, qui essayent et qui puissent dire bah non, en fait, techniquement, ça marche pas, et qu'il y en ait 45 qui me disent bah non, mais techniquement, c'est impossible, en fait. Euh, on changera les définitions. Mais après, non, c'est sûr, peut-être que c'est faux, hein, mais pour moi, c'est possible. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, ça reste faisable. Pas facile, mais faisable. D'autres critiques? Mais non. C'était quoi déjà la question initiale? Le soft. Bah, c'était ça. C'était s'il y avait des critiques sur le concept. Ah non, j'en ai une, mais je sais pas trop comment la formuler, mais pour moi, le concept de freelancing cache un autre concept qui est derrière, c'est de connaître ses ambitions, en fait, de savoir pourquoi on est freelance et pourquoi on est là. De là, en fait, slow freelancing, il peut s'opposer à un autre concept qui est le vivre intensément. Et, ouais, c'est ça, fast life, ouais, ça marche bien. Et c'est pas forcément adapté à tout le monde, le slow freelancing. Il y en a qui ont d'autres ambitions, d'autres envies dans leur vie, et c'est pour ça qu'ils sont freelance, pour vivre plus intensément, pour vivre plus de trucs. Ouais, pourquoi tu poses le fast au slow pour le coup? Pourquoi l'intensité est liée au fait de remplir tes journées? Je sais pas comment expliquer. En fait, ça dépend de tes ambitions. Ça dépend des ambitions que tu as dans ta vie. Si dans ta vie, tu veux plus profiter de tes journées, de vivre le moment présent, etc., tu seras plus adapté au slow freelancing. Mais si tu as des ambitions, je sais pas, des gros rêves que tu veux réaliser dans ta vie, et tu t'appuies sur le freelance, du contrôle et la liberté du freelance pour assouvir ses rêves. Ouais. Le slow freelancing ne sera pas forcément adapté. Il faudra aller plus vite, plus loin, mais c'est pas jusqu'à un certain point, et après c'est pas une question d'intensité. Oui, c'est ça. Alors, tu as envie de gagner un balle de blé et que du coup, quand tu es en CDI, tu es obligé d'attendre les promotions, tout ça. Bah, là, en fait, tu peux cravacher comme un gros connard. Ouais, c'est plus Tu question peux faire des d'objectif. journées de 72 heures et du coup, tu attendras plus vite tes objectifs financiers, tu payes, je sais pas, ton jet ski. Et pendant un temps plus court, en fait, au lieu d'assouvir ton rêve. Quelle théorie t'appliques pour ça? Parce que je sais pas, c'est quelqu'un qui est hyper motivé pour avoir de l'argent
il va justement cibler les actions et pas attendre 10 ans que ça monte dans sa carrière pour avoir un salaire de ouf. Il va se dire, c'est ça mon rêve. Déjà, je vais être millionnaire, mais bon, admettons. Il va peut-être construire des choses hyper précises sur ce qu'il faut. Après, est-ce que ça veut dire qu'il va cravacher Ouais, je pense que pareil, encore une fois, on est coché les bisounours, c'est un monde, on n'a rien sans rien. Je veux dire, si tu veux devenir millionnaire, il faut cravacher à un moment. C'est pas en choisissant bien tes clients, quand tu veux devenir millionnaire, il faut faire concret. Ouais, mais là, on parle des extrêmes. Je sais pas quel est le rêve des. Enfin, je sais pas, je vais être millionnaire, mais de là, est-ce que ce soit vraiment un rêve? J'ai mal exprimé, c'est pour ça que je l'ai opposé à un extrême, mais il n'y a pas juste un concept. Mais moi, j'ai un exemple à vous donner là-dessus, c'est dans un espace de coworking, celui qui a créé l'espace de coworking. Il est dans ce genre-là à vouloir être millionnaire à partir de 30 ans. C'est vraiment ce qu'il a dit. Et du coup, on voit un vrai décalage entre lui et tous les autres freelances qui sont dans l'espace de coworking, qui sont plus en mode slow freelance et slow life, à bosser de façon la plus productive dans le moins de temps possible pour ensuite aller boire des bières ensemble et profiter à la plage. Alors que lui, celui qui a ouvert le coworking, il est toujours là à bosser sur 15 000 projets d'un coup, à ne pas avoir de vie, tous les côtés personnels, dès qu'il y a des soirées ou autres, il ne vient plus du tout. Sa vie personnelle, c'est très limité. Même avec sa meuf, ils bossent ensemble et ils continuent à bosser ensemble quand ils sont à la maison. Et effectivement, je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis. Le mec qui va être millionnaire, il a un objectif de fou. Du coup, ça ne l'intéresse pas le slow. Et ce que je disais derrière, ce qui se cache derrière, c'est pourquoi tu fais ça. Et eux, leur vie, pourquoi ils sont freelance, c'est pour aller très très vite à être millionnaire à 30 ans. Au contraire de tous les gens dont on a encore parlé, qui sont freelance pour avoir le contrôle de leur vie et pouvoir prendre des bières quand ils veulent. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que en cravachant 70 heures par semaine jusqu'à 30 ans, est-ce qu'avant d'arriver au million, il ne sera pas arrivé au burn-out, à la dépression ou pire, tu vois? Parce qu'au final, je pense que c'est assez dur de faire un burn-out en étant slow freelance, contrairement à l'inverse, tu vois. Après, effectivement, si tu as des ambitions entrepreneuriales dans le sens où créer une grande boîte, gagner beaucoup d'argent, etc., ça peut être plus compliqué, sauf que c'est un peu ce que je sous-entendais dans ma description du slow freelancing, c'est que j'ai jamais gagné autant d'argent que depuis que je suis slow freelance. Après, évidemment, je suis pas aveugle. Je sais que c'est aussi parce que j'ai plus d'expérience, j'ai plus de personal branding, j'ai plus de notoriété, j'ai plus de bouche à oreille, de réseau, etc. Mais ça prouve que tu peux travailler moins et gagner plus. Effectivement, là, en l'occurrence, on ne parle pas des débutants. Mais une fois que tu as, pour moi, à partir de 2-3 ans d'expérience, tu as forcément, ou en tout cas, tu as très souvent ce qu'il faut pour travailler moins et gagner plus. Et après, ça, c'est des choix un peu stratégiques, en fait, dans ton offre, dans ton positionnement, dans ce que tu communiques, etc. Et voilà. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est que parfois, tu n'as pas le choix. Moi, j'avoue que si j'ai choisi le slow freelancing, c'est aussi parce que moi, je ne peux pas travailler 8 heures par jour. C'est impossible. J'y arrive pas. Après, est-ce que c'est parce que j'ai un travail où je dois écrire des trucs, du coup, je dois être concentré non-stop quand je travaille? Je sais pas. Est-ce que ça, c'est plus technique que d'autres métiers? Je ne suis pas sûr. Mais moi, c'est impossible de travailler plus de 5. En tout cas, de la production pure, que ce soit de la prod sur un livrable de stratégie ou de la prod sur la rédaction d'un article, d'une page de site, par exemple. C'est impossible de faire ça plus de 5 heures par jour, pour moi en tout cas. Il y en a qui le font, mais je ne sais pas comment ils font. Et du coup, j'ai fait ça parce que j'avais pas trop le choix, quoi. Même quand j'étais en entreprise. Et même, j'ai l'impression que la plupart des gens qui bossent de 9h à 18h, par exemple, au début d'après-midi, ils sont un peu fatigués, ils ont un peu la flemme. Et puis en fin de journée, ils en ont marre. Du coup, ils sont un peu moins concentrés. Ils commencent à regarder les réseaux sociaux, ils commencent à discuter et tout. Et du coup, ils sont moins productifs. Alors qu'en bossant moins, tu bosses à fond, 4 heures, 5 heures par jour. Tu vois. Et c'est un peu l'idée de travailler moins, mais faire plus. Tu vois. Et après, ça marche pas pour tout, hein. C'est sûr que si ton job, c'est de faire du coaching avec, en live, en présentiel ou en distanciel, mais en live, tu vas pas réduire ton temps de cette manière-là. Mais si ton taf, c'est de la production et que tu peux produire quelque chose en 2 heures au lieu de 3 heures, techniquement,
tu gagnes plus en travaillant moins, tu vois. Donc ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de plein de choses, mais tu peux avoir des objectifs, des ambitions élevées et travailler moins. Euh, et éviter du coup par ce biais-là l'isolation sociale, les burn-out, etc. Tu vois. D'accord. Je suis d'accord, là, on se rejoint, c'est de bien se connaître et de savoir ce qu'on Ouais, fait. c'est clair. Pas vraiment. Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est aussi c'est une approche qui n'est pas forcément réservée à tout le monde, hein. Il y a des gens qui, comme tu le dis, ils n'ont pas forcément envie de ça. Et tant mieux, tu vois. C'est comme le freelancing, en fait. Tout le monde n'est pas fait pour le freelancing. Et il ne faut pas essayer de dire que demain, tout le monde sera freelance ou des trucs comme ça, parce que ça, on sait que c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas, il y a plein de gens qui ne le veulent pas. Moi, même dans mes potes, tu vois, enfin, je pense quand on s'est lancé en freelance, on a tous été un peu prosélytes en disant non, mais tu devrais te lancer en freelance, c'est trop bien, tu verras, ça va être super. Et on a tous, enfin, moi en tout cas, j'ai eu plein de potes, et vous aussi sûrement, qui m'ont dit bah non, moi je pourrais pas en fait, je pourrais pas, moi je peux pas gérer moi, ma compta, aller chercher mes clients, mais comment tu trouves tes clients, comment on fait tout ça et tout. Il y a toujours des gens qui seraient pas à l'aise dans ce mode de vie-là, et tout comme il y a des gens qui seraient pas à l'aise, il y a des freelances qui seraient pas à l'aise dans ce freelancing. Et c'est OK. Voilà. Et du coup, dernière question. Est-ce que le slow freelancing, c'est un peu l'avenir du freelancing ou est-ce que ça restera juste une option parmi tant d'autres, selon vous? Ou rien du tout? Ou est-ce que ça va juste. Ou est-ce qu'on est genre 14 à faire ça et demain ça sera fini? Moi, je pense que c'est juste une option. Parce que comme tu dis, ça ne correspond pas à tout le monde. Ça va rester sur des personnes. On n'y arrive pas à répondre avant. Franchement, moi, je sais pas, je serais plus nuancée parce que je vois le nombre de personnes dès que je communique, et toi aussi, Brice, sur ce sujet-là, les gens qui me racontent leur vie, mais de ouf, sur justement leur objectif, que c'est un truc de ouf. Enfin, justement, en fait, ils se sont mis en freelance en pensant qu'ils pourraient avoir plus de liberté et ils se rendent compte que non. Et donc, comment faire en fait, il y en a énormément. Alors, je sais pas, mais moi, quand je me suis lancée en freelance, je me suis pas rendu compte de cette liberté, donc ça va. Mais il y en a aujourd'hui qui se lancent en freelance pour ça. Ouais. J'ai même eu des étudiants qui m'ont dit quelles études tu conseilles de faire pour être freelance et pour avoir ce mode de vie. Donc je pense que vraiment on est dans une tendance qui est hyper. C'est freelance, c'est un mode de vie déjà de base. Et ça sous-entend vraiment ce désir de liberté et peut-être qui va être un peu exacerbé. Ralentir le rythme, avec tout ce qui se passe, avec toute l'actualité, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer. Donc, moi, je serais plus nuancée. Mais à voir. À voir. C'est pour ça que tous les gens qui te demandent ça, pour la plupart, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à être slow, dans le sens où ils n'arrivent pas à juste travailler moins, mais juste parce qu'ils ne gagnent pas assez de thunes, donc ils cravachent. Comme je disais, genre, il y a quand même deux genres de personnes, les gens qui ne rentrent pas assez de blé et qui, du coup, ont l'impression de devoir en faire toujours plus en plus. Et ceux comme toi qui, du coup, au niveau thunes, au niveau client, ça va, mais par contre, du coup, au niveau champ de travail, ils ne savent pas comment dire non ou augmenter les tarifs. Voilà, il y a quand même deux genres de personnes pour moi. Ouais, non, oui, je suis d'accord. Oui, il y a deux sortes de personnes. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que le freelance attire beaucoup de gens. Et quand tu essaies de creuser sur mais pourquoi tu veux être freelance, le premier truc, c'est parce que je vais avoir plus de temps. Alors là, et quand tu as des enfants, mais là, je ne sais pas le nombre de personnes qui se rendent compte de ça. Oui, j'ai eu plein de témoignages là-dessus. Mais même moi, des potes à moi qui ne sont pas freelance et qui sont maman maintenant, maman ou papa, et ils se disent putain, mais en fait, je viens de me rendre compte que mon gamin, je ne vais jamais le voir en fait. Que je fais un contrat de 50 heures à la crèche et que je nique la moitié de mon salaire pour mes gamins, pour faire garder mes gosses. Et là, du coup, il y a une énorme prise de conscience là-dessus. Il y en a beaucoup qui se lancent à ce moment-là. Je sais pas. À suivre. À faire à suivre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je pense que vous connaissez tous du coup à peu près le concept, comme vous l'avez dit. Mais bon, j'espère que ça vous a éclairé et que ça a été pertinent. Retour constructif, donc c'est cool, je suis content. Ça me permet aussi à moi de bosser un peu le truc, d'explorer un peu les limites du concept, parce qu'au final, je suis un des seuls à en parler, mais j'espère que d'autres vont aussi s'emparer du sujet et que ça va se développer. Mais effectivement, vu que c'est assez nouveau, c'est bien de voir les limites qu'on ne connaît pas encore et de tester tout ça, quoi. Complètement.
C'était très chouette en tout cas. Merci beaucoup. Merci. pour ça. Et puis, Avec plaisir. sur un freelance travel, peut-être Eh, un slow ouais, Marcel. Ah là, je pense que tu m'as convaincu. ça y est. c'est bon. Allez, salut. Merci encore. Bon séjour à vous. Ciao, ciao. Salut.